Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 124 du Dreamcast Show. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, quoi que vous fassiez et où que vous soyez aujourd'hui. On voulait vous parler un peu de quelque chose qui se passe sur ce début de saison d'NBA. C'est un peu l'épisode 2 de ce qu'on avait fait l'an dernier où on avait commencé à déceler une accélération du jeu en NBA. Et bien cette année on revient 2 fois plus fort puisque la NBA va toujours plus vite et en fait on voulait parler de ça, d'une tendance globale et de certaines équipes, comment elles accélèrent le jeu parce que finalement on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs moyens de le faire. Et pour ce faire on va se baser sur l'article de Azad qu'il a écrit pour l'équipe, rien que ça. Et donc voilà, je suis très très excité de tourner cet épisode. Je ne sais pas si c'est normal, si c'est normal pour ma santé, si ça me fait du bien, mais en tout cas, on est parti tout de suite. Bonjour et bienvenue aux membres qui est dans la vie active du podcast, à savoir Azad. Comment ça va ? Vie active, ouais, faut quand même. C'est-à-dire que si on appelle Pôle emploi maintenant, je pense qu'ils vont dire que je suis plus moins actif que plus quand même. Mais disons qu'entre nous deux, vu ce que tu me racontes de tes journées, en effet, on peut dire que c'est moi qui suis le plus actif en ce moment, quoi. Je suis d'accord, c'est vendu. Rendu, parce que moi, mec, mes journées en ce moment, c'est vrai que c'est... En fait, je me suis fait la réflexion ce matin. Vraiment, je me suis dit... En fait, du coup, il ne me reste que la NBA. Il ne me reste plus que ça. Et je trouve ça assez anormal et inquiétant que, tu vois, genre, Derrick Queen qui fait un grand match m'apporte autant de bonheur, tu vois. Genre, c'est 80% de mes émotions quotidiennes. Donc, donc je me suis dit que c'était un peu inquiétant, mais bon. Non, mais finalement, moi je trouve que c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu arrives à te satisfaire du nécessaire. Il faut se Tu vois, satisfaire du nécessaire, t'es un exactement. peu. C'est J'adore le quel... miel. Ah non, attends. T'adores le miel, bah et c'est parfait. C'est très bon pour la gorge en plus en cette saison. Eh bah oui, en ce moment, tous les jours, petite tisane au miel. Hein. Je Petite suis tisane fier au de miel. toi. Je suis Bah, très fier de toi. franchement, c'est gentil. En vrai, on peut parler de basket sinon. On Allez, peut c'est parler de parti. basket et un peu moins de tisane. Mais pourquoi tu es dans la vie active, Azad, par rapport à nous ? Parce que notamment, tu écris des articles pour l'équipe, petit site internet que vous pouvez aller voir si vous ne connaissez pas, l'équipe.fr, et tu en as écrit un récemment sur un peu une petite tendance qu'on décèle de plus en plus en NBA, Mhm. dont on avait déjà parlé l'année dernière, donc vous pouvez aller écouter l'épisode 1 si ça vous plaît. On va peut-être faire une mise à jour pour ceux que ça Mhm. intéresse, pour ceux qui n'ont pas envie de se retaper 1 heure de nous d'il y a 1 an. Et du coup... À l'époque, on avait déjà une vie pas très active. Exactement. Mais du coup, je te laisse je te laisse la main. Comment est-ce que tu veux introduire le sujet et de quoi tu veux nous parler aujourd'hui finalement ? Finalement, tu me fais une sorte de end-off du micro pour que je puisse aller dans le sujet, quoi. Et le Et- sujet, c'est la raquette Exactement. finalement aujourd'hui. Exactement. Mais je te le Et fais non, très rapidement. Le end-off tu le très fais, rapidement, tu vois. tu le fais très rapidement. C'est un slip de end-off. Et du coup, Exactement. l'idée en gros l'année dernière, c'était, je crois que c'était un match Détroit contre les Hawks. Ou peut-être les Bulls. Je crois que c'était les Hawks. Et je m'étais dit, oh là 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 là, C'était mais pas les Cavs. C'était pas un Cavs si Détroit. c'était Cavs contre. C'était C'était Cavs contre Détroit. Détroit, peut-être. Attends. Ouais. Ou Je suis Cavs contre sûr les parce qu'il Hawks. y avait Jaden Ivey dans le match, je suis sûr. Ah ouais, bah ça devait être. Oui, bah alors c'était Cavs contre Pistons. Et je Exactement. m'étais dit, dis donc, ils ont, ils ont pas de temps à perdre, il y a un train qui les attend ou quoi ces mecs? Parce qu'en effet, en particulier après remise en jeu, je trouvais que le jeu était vraiment très rapide et c'en était un peu déroutant et on était dans les toutes premières semaines de la NBA. Et en gros, je m'étais dit, tiens, c'est marrant, est-ce que les équipes jouent plus vite que d'habitude ou pas? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un site qui s'appelle Impredictable qui traque le nombre de secondes par possession. Souvent, tu sais, nous, on parle de possession par match ou de pace.
Et c'est vrai que finalement, là, lui, il prend ça de manière un peu différente et il utilise plutôt les secondes du coup écoulées sur l'horloge pour compter une possession. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça donne aussi un peu une ordre d'idée relatif à l'horloge des 14 secondes, à quel moment finalement les équipes prennent un tir, avec combien de temps qui peut leur rester de temps à jouer, quoi. Et en gros, l'année dernière, il y avait eu quand même une belle évolution du nombre d'équipes qui jouaient en dessous de 14 secondes par possession. On était passé de 4 à 6, et il y avait surtout des équipes qui s'approchaient presque, mais pas encore de ça, mais qui s'approchaient presque de jouer sous les 13 secondes par Hmm. possession. Et cette année, en regardant par exemple Portland ou Miami, qui sont deux équipes qui jouent vite dans un style totalement différent, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on dirait que les mecs ont encore plus poussé que l'année dernière. L'année dernière, l'équipe qui avait le plus poussé la vitesse, c'était Chicago, qui jouait un Hmm. petit peu finalement avec, comme si Josh Giddey était un peu un quarterback. Encore une autre manière de jouer vite, qui s'apparente presque plus à celle de Indiana finalement. Chicago-Indiana, il y avait un peu le même principe de jeu et de faire un peu briller parfois même les role-players grâce à un quarterback et à un jeu rapide finalement, même après panier encaissé. Et vu que Chicago encaisse beaucoup de paniers encaissés, enfin encaisse beaucoup de paniers et a pas beaucoup de transition naturelle, c'était un bon moyen finalement de pallier à tout ça. Donc là, je me suis dit, tiens, cette année, où est-ce qu'on en est par rapport aux équipes en dessous de 14 secondes? Où est-ce qu'on en est par rapport à la vitesse moyenne? Qui est l'équipe la plus rapide? Donc je suis allé voir. Et donc l'année dernière, on avait 7 équipes qui jouaient en moins de 14 secondes. Cette année, il y en a 20. Donc Donc c'est quand même assez énorme. On fait un là, x3 quoi. voilà, tu fais un x3, tu fais un x5 comparé à il y a 3 ans. Et donc, tu as quand même une vraie accélération du jeu, tout simplement. Et tu as surtout une équipe parmi elles qui a vraiment poussé le curseur très très haut, avec Miami qui est à 12 secondes par possession. Donc, c'est Hmm. absolument lunaire Et parce que la deuxième plus rapide, c'est Portland avec 12,9. Donc, en gros, Miami joue en 2 secondes de moins quasiment que la moyenne de la ligue. C'est-à-dire que ils voient quasiment pas la deuxième partie de l'horloge. Entre hmm. guillemets, tu vois. Mais 12 secondes, c'est quand même ouf quand tu sais que, entre guillemets, une équipe elle est autorisée à prendre 8 secondes pour passer le milieu de terrain. Te dire qu'il y a une équipe qui joue en moyenne en 12 secondes par match, c'est ouf. Et pour donner un peu un ordre d'idée, par exemple, la vitesse moyenne de Miami sur toute leur possession, c'est quasiment équivalent à la vitesse moyenne de Houston après un rebond défensif. Ouais, ouais. Donc après, une transition réelle, entre guillemets. Et Voilà. eux, c'est l'ensemble de toutes leurs possessions, dont celle où du coup, il y a remise en jeu classique, quoi. Mhm, Et exactement. il y a un truc quand même qui est notable, c'est du coup, ça c'est du coup par rapport aux secondes. On peut aussi parler du coup en pace, ou Mm, du coup ce qui est juste le nombre de possessions par match, si je ne dis ouais. pas de bêtises. Et là-dessus, le Heat est aussi premier avec du coup plus de 106 par match de pace, Mm, ce qui est assez énorme. Pardon. Et ce qui est plus de 2 d'avance sur le deuxième qui est Portland. Mais ce qui est mm, intéressant, je trouve, c'est aussi que le premier l'an dernier à la pace, il était du coup à 104, donc un moins de 104, plutôt 103,5. Donc on a un plus 3 sur le premier. Et l'année dernière, c'était Memphis et cette année, c'est Miami. Et t'as vraiment mm. ce côté, enfin, on pourra y revenir, mais du coup, Miami, c'est vraiment le Memphis de l'an dernier, mais on se dit, on pousse encore plus loin le bouton, quoi. Ouais, je pense qu'il y a un peu ça. Et je trouve que c'est aussi intéressant de le lier finalement avec potentiellement l'arrivée de Noah Laroche et Eh en oui. plus le départ de Jimmy Butler. Et je pense que l'arrivée de joueurs finalement beaucoup dans la finition comme Norman Powell, Wiggins du coup qui a plus de responsabilités qu'avant, un joueur comme Davion Mitchell aussi, et du coup même des intérieurs qui ont tendance à beaucoup courir. Je pense que tu as un alliage finalement de plein de choses qui poussent un peu à ça. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un peu une inversion des tendances et c'est un peu des nouvelles équipes qui reprennent ce flambeau-là, qui ne l'avaient pas forcément l'année dernière. Et je trouve que Miami, c'est l'exemple parfait parce que c'est vraiment l'équipe qui a finalement le plus augmenté sa vitesse de la saison
passée à cette saison, c'est celle qui a connu la plus grosse augmentation. Mais finalement, c'est pas la seule équipe qui a augmenté, parce que en réalité, il y a que 4 équipes qui vont entre guillemets moins vite que l'année dernière. Ah, Et, je peux les deviner ou pas? vas-y, je te laisse les deviner. Parce que si je dis pas de bêtises, ça c'est pas écrit dans l'article. Les 4 Ça, équipes c'est qui pas, vont moins vite. ça, c'est pas écrit dans l'article, mais il y a un tweet je l'avais mis dans un tweet, mais bon. Ça y est, de toute façon, là, tu me regardes plus trop, donc j'ai compris que tu avais d'autres personnes dans tes notifications et que du coup, mes tweets n'avaient que peu d'importance finalement pour toi. Ah, tu sais, mais les DM de Pôle emploi explosent en ce moment. Il y a un certain Paul qui me parle beaucoup. Un certain Polo. Mais je pense qu'il y a Memphis, du coup. Oui, il y a Memphis, pour le coup. Déduction, vu qu'ils étaient très très rapides. Et après, j'en ai pas grande idée. Peut-être les Lakers. Non, mais franchement, c'est quasiment impossible à trouver parce qu'il y en a une, c'est Chicago. Mais en fait, Ah oui. ça a quasiment pas de différence. On a un Oui. dixième de seconde par possession. Et deux équipes qui ont le plus ralenti, c'est OKC et les Clippers. Mais encore une fois, c'est assez léger finalement comme diminution. Oui. Alors que par contre, il y a beaucoup d'équipes qui ont augmenté leur pace. Et par exemple, il y a Miami et on va aussi retrouver par exemple Orlando. Et je Ouais. trouve que c'est marrant aussi de voir comment l'arrivée d'un joueur dynamise aussi potentiellement une équipe. Tu as Phoenix parmi les plus grandes augmentations. Donc tu vois le départ finalement de joueurs peut-être plus statiques comme Kevin Durant ou Bradley Beal, bah, ça influence aussi bah, potentiellement toute cette approche-là. Donc mais globalement, tu as une augmentation de toute la ligue. Donc après, les augmentations moyennes, bah, elles correspondent plus au contexte de la ligue. Mais tu as des équipes qui ont vraiment changer finalement un petit peu de vitesse et c'était intéressant de voir que ça arrive une deuxième année d'affilée et l'idée un petit Et peu de surtout, l'article là, c'est ça arrive en masse, quoi. C'est vraiment là, ça. Enfin, on peut le répéter, mais l'année dernière, il y en avait 7 qui jouaient en dessous des 14 secondes. Cette année, il y en a 20. Et c'est quand même un chiffre qui est certes arbitraire, mais qui est très très notable. voilà, et parmi l'année dernière parmi les 7 équipes qui jouaient en moins de 14 secondes par possession, il y en avait 2 qui étaient particulièrement notables, c'était Indiana et c'était OKC. Ouais. Franchement, on aurait dû capitaliser sur notre podcast et dire ah, on vous l'avait dit, ça joue plus vite en NBA. Prévenu. Mais c'est marrant que, entre guillemets, ça soit quand même deux manières différentes un petit peu de le faire. Et c'est même un peu l'idée de l'article. C'est de dire, bah, finalement, ces deux équipes-là jouent vite, mais ne jouent pas vite, entre guillemets, pour les mêmes raisons, pas de la même façon. Exactement, Et du coup, les équipes aussi NBA reproduisent le modèle de vitesse, mais bah, en recopiant potentiellement l'un des deux modèles, ou parfois même pour le cas de Portland, limite créant un tout nouveau modèle pour eux-mêmes, quoi. Ouais. Et tu vois, ce que je me suis noté un peu dans mes petites notes pour préparer, pour parler un peu de ce podcast, mais c'était que finalement, on arrivait à un moment, et en fait, ça m'a beaucoup fait penser à un article que j'avais écrit, mais genre il y a peut-être 2 ans, sur y a-t-il une nouvelle révolution en NBA, où en fait, je réfléchissais à vers où ça pourrait aller. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on aurait pu parler de la bataille des possessions, de l'explosion de tirs très rentables, c'est-à-dire essayer de décupler les actions en end-off, en cut, en off-screen. Et il y avait finalement, ce qui est intéressant, ce qui ressort finalement depuis 2 ans, c'est ce côté, le meilleur tir, c'est celui où il n'y a pas de défenseur en fait. Et du coup, il y a un peu ce principe qui ressort à l'échelle globale de la ligue. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu as plein de philosophies qui s'affrontent et tu as un peu en fait un anneau pour les gouverner tous, tu vois. C'est-à-dire, il y a un peu ce truc autour de tout le monde de la pace, etc. Jouer vite, jouer vite, jouer vite. Mais au final, tu as plein de moyens d'y arriver. Et déjà, ce que je trouve intéressant, c'est, comme tu l'as dit, pour moi, il y avait un côté aussi... c'est entre guillemets une révolution ou une évolution qui est offensive et défensive. Ouais. Parce que si on regarde quelque chose qui est peut-être corrélé, c'est par exemple le pourcentage de turnover créé par la défense en moyenne en NBA. Il est passé de 14 l'année dernière
il avait déjà grimpé, je crois, de 13,5 à 14 Ouais. l'an passé. Et là, grimpé pardon, à 15. Et en fait, ça, c'est vraiment, du coup, peut-être l'influence OKC de se dire aussi, d'un point de vue défensif, en fait, le meilleur moyen pour que le tir rentre pas, c'est que le tir soit pas pris. Ouais. Tu vois. Et du coup, je trouve ça assez intéressant de voir que, tu vois, rien que sur le côté Indiana OKC, bah finalement, t'as plein de possibilités de comment on en arrive à ça. Mais finalement, t'as un peu, enfin franchement, tu vois, même une des équipes les plus lentes, je crois que les Knicks, ça reste une des équipes les plus lentes cette saison. Bah, on voit que c'est une équipe qui essaye beaucoup plus de courir qu'avant et qui essaye beaucoup plus de créer de la transition qu'avant, finalement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de s'abattre sur littéralement toute la ligue. Et tu vois, dans les conférences de... Non, mais dans les conférences de presse de début de saison ou tu sais, de pré-saison, Ouais. tous les coachs disaient ça. On veut jouer plus vite, on veut jouer plus vite, on veut jouer plus vite, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Et puis, je trouve qu'aussi, ça rejoint un peu l'idée qu'on avait discuté avec Yanis sur l'évolution un petit peu aussi du basket, dans le sens où ça devient un peu plus total. Et entre guillemets, le lien entre l'attaque et la défense est de plus en plus resserré. On essaye de passer d'une action à l'autre le plus rapidement possible, quoi. Pour, entre guillemets, ne plus être... Et ça, c'est plutôt, du coup, à l'inverse du modèle OKC qui est lié à la défense. Mais en fait, le modèle Indiana, lui, il est aussi lié potentiellement à l'attaque, mais aussi à la défense, dans le sens où, pour créer des turnovers, entre guillemets, il faut être capable de le faire. Indiana a essayé de le faire du mieux possible. L'année dernière, c'était une des équipes qui pressait le plus, mais pas forcément avec des très bons résultats. Par contre, ils avaient développé une tendance de courir très vite après un panier encaissé. Mais du coup, entre guillemets, tu viens de passer de la zone d'une possession défensive à une possession offensive et tu essayes d'enchaîner le plus rapidement possible parce qu'en fait, il y avait cette règle entre guillemets, genre tacite du basket de tu t'as pris un panier, tu t'attends presque les mecs, genre comme s'il y avait un kin dans la cour de récréation en mode kin, stop, j'ai marqué, j'ai le droit de revenir dans mon camp. Et bah non, Tu en veux fait. dire un loup, un chat? C'est un. Ouais, enfin, je sais Un pas. kin? Non, mais j'avais jamais entendu Qu'est-ce que le vous mot dites en kin. Alsace, mais. Un loup? Un chat? Je sais Hein, pas. Mais bon, ouais, bref. un loup Oui, non, mais touche-touche, oui. quoi. Ouais, un loup touche-touche, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Et un Mais épervier. On jouait à l'épervier, nous. oui, mais c'est un autre jeu, ça, du coup. Bah, l'épervier, c'est un peu comme le loup touche-touche. Genre, nous, on avait Oui. on avait une grande. Genre, un grand poteau dans la cour de récréation où, du coup, si t'étais touché par l'épervier, bah, tu devais toucher le poteau, tu pouvais faire une chaîne. Et en gros, si quelqu'un touchait la chaîne, ça libérait les gens dans la chaîne, mais sinon. Ah, nous, l'épervier, c'était pas du tout ça. Ah ouais, vous faisiez Non. quoi? Nous, l'épervier, c'était genre, en gros, t'avais un rectangle et on le faisait beaucoup au foot. C'est-à-dire, par exemple, t'as un rectangle, ok, par exemple, on prend la surface de réparation et donc il y a un chasseur, il dit épervier part en chasse, tout le monde part avec son ballon et dès qu'il dégage un ballon, le joueur vient avec lui. Et en gros, tu Ok. fais des allers-retours comme ça sur la. Voilà. Et après, du coup, bah, fur et à mesure, ça devient de plus en plus dur parce qu'il y a de plus en plus d'éperviers. Ah, ok. Bah là, du coup, le truc, c'est. Ça devient de plus en plus. En gros, ça devient de plus en plus. Ça devient pas forcément de plus en plus dur pour les gens qui courent et qui sont libres. Par contre, ça devient de. Faut être de plus en plus bon pour les mecs qui chassent à, Ouais. entre guillemets, qui se rapprochent pas de la chaîne, quoi. Donc, il y a un peu un truc de pouvoir libérer. Après, quand ça t'arrive au dernier moment, c'est terrible. Et je me rappelle d'une partie où un mec s'était explosé la dent sur, tu sais, les bancs blancs en pierre, là. Oui, oui, oui. Ouais, Ah, ouais. terrible. Ouais, Aïe, aïe, aïe. terrible image pour le joueur français. Mais Ah, du c'est coup, dur. l'épervier, ces bancs blancs, justement, nous servaient d'espace safe, tu vois. C'était l'espace où on ne Oui. pouvait pas nous attaquer. Hmm, C'était un peu notre... on vient de marquer un panier, vous allez pas quand même repartir en transition. Bah là, il hmm. n'y a plus de bancs. Donc, entre guillemets, tu viens de marquer un Mais panier, ça repart. tu vois, c'est là où je trouve que du coup, il y a des trucs qu'on voit déjà et ça recoupe aussi un peu avec ce qu'on disait avec Alan et Guillaume pour citer tous nos invités qu'on a eu cet été. Mais tu vois, je trouve que Portland, leur approche, tu peux te dire que c'est une approche qui est très protagoniste et où tu vas chercher à créer le plus de pertes de balles. Alors pour ceux qui ne le savent pas, du coup, Portland,
c'est une équipe qui joue de la presse tout-terrain. Et Mm. d'ailleurs, je me souviens que j'avais discuté avec le compte Blazers France au moment de l'année rookie de Toumani Camara, parce que c'était déjà le joueur qui en faisait le plus. Ouais. Et en fait, tu peux te dire, ok, c'est une approche qui cherche à provoquer le plus de pertes de balles possible et récupérer le ballon le plus haut sur le terrain. Mais je pense qu'en fait, c'est aussi une approche, un peu, c'est une extension du tag-up, du coup, dont on discutait, dans le sens où si tu mets la pression de suite sur le porteur de balle, bah en fait, ça va plus le ralentir qu'autre chose, tu vois. Et du coup, en un sens, je trouve que ça fait pas mal de sens et très risqué, évidemment, parce que bah, si ta première ligne, elle se fait passer un peu comme on avait vu pardon, avec la presse tout-terrain d'Indiana face à OKC, bah, quand Hartenstein il vient placer un écran milieu de terrain, bah, chez Gus Alexander qui arrive lancé et qui a plus que 3 défenseurs pour le stopper, c'est compliqué. Mais du coup, t'as vraiment ce côté où limite la défense est aussi en train de répondre à ça, parce que on disait, tu vois, l'année dernière que c'était souvent un peu un gadget qu'on mettait en place pour les mauvaises équipes pour créer des bons tirs. Sauf qu'en fait, je pense que ce qu'on n'avait pas vu venir ou pas dit, c'est qu'en fait, même les meilleures équipes, pourquoi elles s'en priveraient de cet avantage? Et du coup, je trouve que Portland, pour l'instant, ça marche pas très bien leurs résultats, mais c'est une approche, tu vois, qui est déjà faite pour contrer ce genre de choses, quoi. Ouais, après, ça marche pas très bien dans le sens résultat collectif, tu veux dire, dans le sens victoire-défaite? Oui, et dans le sens, bah, leur defensive rating, je crois qu'il est vraiment moyen. Je crois qu'ils sont 22e, si je lis bien. Ils sont 22e. Et après, du coup, ça prend pas en compte, si ça se trouve, je dis n'importe quoi parce que j'ai pas le détail des. À quel moment, quand ils sont en presse tout-terrain, quel serait Hmm. leur defensive rating, tu vois. Mais Ouais. du coup, ça donne un peu l'impression que pour l'instant, t'as pas des résultats comme par exemple OKC où eux ils cherchaient à provoquer des pertes de balles. Oh bah ils étaient les meilleurs à le faire, comme Portland est le meilleur à faire de la presse tout-terrain et OKC était la meilleure défense, tu vois. Il n'y a pas une Mais corrélation pour bah, l'instant. je pense qu'aussi, entre guillemets, genre, ils réussissent pas totalement leur coup, mais d'un autre côté, ils réussissent quand même un peu leur coup parce que finalement, Portland, c'est quand même la quatrième équipe qui crée le plus de. Qui force le plus de turnover. Et genre, à quasiment égalité avec Atlanta et Détroit, tu vois, en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Et du coup, même si défensivement, finalement, t'es pas élite, t'arrives quand même à être le meilleur à la défense qui crée de la transition, entre guillemets. Et du coup, vu qu'en fait, je pense qu'ils ont une attaque qui est vraiment médiocre finalement en termes de spacing, Hmm. mais du coup, c'est la 10e équipe qui ajoute le plus de points sur transition de la NBA. Et je pense que tu as aussi l'idée de on fait de la presse tout-terrain pour contrer finalement les attaques rapides ou en tout cas un petit peu les ralentir le plus possible. Et aussi pour s'offrir une chance d'être un petit peu compétitif en attaque parce qu'on sait que, entre guillemets, si on ne crée pas de transition, on va se faire un petit peu matraquer la tronche, quoi. Ouais, Et du ouais, coup, ouais. je sais pas, au total, tu vois, ils sont 18e attaque. Et je pense que si on regarde genre juste sur le demi-terrain, je les imagine pas forcément être dans le top Ils 20. sont 25e sur demi-terrain. Voilà. Donc, Après, je pense. ils ont aussi le patch en attaque rebond Ouais. offensif. Voilà. Mais Mais du coup, tu vois, c'est un peu des patchs. oui, mais du coup, tu vois, c'est assez intéressant de voir que je trouve ça de plus en plus difficile, ça revient tout à fait à ce que tu disais, mais de dissocier l'attaque de la défense, parce que finalement, Oui. une approche défensive, en fait, elle est peut-être plus offensive que défensive, quoi. Bah ouais, puis c'est surtout que parfois, t'as une approche offensive parce que tu veux avoir absolument un certain profil défensif. Et à l'inverse, parfois, tu te contentes d'un certain profil défensif parce que tu dis le sacrifice à faire de l'autre côté du terrain, il est trop grand. Par exemple, Bane, tu vois, à Orlando, je pense que du coup, ils ont perdu en qualité de défense finalement. Je sais pas à quel point ils ont chuté dans les classements, mais là, ils ont quand même longtemps été genre vraiment la meilleure équipe défensive. Là, ils sont tombés entre guillemets dans la moyenne. Pour l'instant, l'attaque prend pas trop encore parce qu'ils mettent des choses en place. Mais en gros, eux ont pris la décision de dire bon bah, on sait que pour passer entre guillemets le step supérieur, bah on pourra pas être qu'une défense d'élite et qu'il faudra qu'on arrive à intégrer un moins bon défenseur dans notre rotation. Par contre, qui va tirer notre attaque énormément vers le haut une fois que ce sera en place.
Donc, mais encore une fois, comme tu dis, c'est directement les deux qui sont liés dans l'approche tactique et dans le développement du jeu, quoi. Hmm. Ouais, et il y a un truc, tu vois, que je me dis, je trouve ça assez intéressant, tu vois, en parlant de Orlando. Du coup, c'est une équipe qui a énormément augmenté sa fréquence de transition. Mhm. Et tu vois, il y a un truc, je sais pas, peut-être que je vais trop vite en affaire, mais que je trouve assez intéressant et que je vois chez de plus en plus d'équipes, c'est deux choses. La première, c'est souvent d'associer à la transition un espèce de quarterback, en fait. Tu vois, bah, par exemple, le meilleur exemple, ce serait Jokic. Bon, voilà. Mais tu vois, à Toronto, je trouve que chaque rebond, ils vont chercher Emmanuel Quickly. Les Bulls, comme tu l'as dit, chaque rebond, ils vont chercher Josh Giddey. Et en vrai, Orlando, je trouve, ça m'a pas mal marqué sur les 2-3 derniers matchs que j'ai vu d'eux, parce que je sais pas pourquoi je les ai pas mal regardés. Mais du coup, je les ai vus sans Banquero, et c'est vrai que du coup, ça leur permet de pas chercher Banquero et de chercher des joueurs un peu plus, bah, Jalen Suggs, qui va être un bon monteur de transition, ou même d'avoir un joueur comme Franz Wagner, qui est aussi un bon passeur, tu vois, sur transition. Et du coup, je trouve ça assez intéressant. Et la deuxième chose qui est un peu décorrélée, c'est que je trouve, mais qui est plus corrélée à la vitesse de jeu et comment dire, les secondes par possession, c'est que je trouve qu'il y a pas mal d'équipes, notamment bah, Détroit, Toronto, New York aussi dans une certaine mesure, qui vont essayer d'ultra accélérer le jeu dès qu'ils peuvent en transition, mais qui sur attaque placée sont Mm. des équipes en fait ultra lentes qui vont chercher à mettre énormément de mouvements et trouver le meilleur tir. Et il y a un peu ce truc équilibre qui finalement dans la théorie, bah ça fait pas mal de sens, tu vois. Tu te dis, mais ce qui est intéressant, c'est que ton arme principale, ça reste le fait de jouer le plus vite possible, quoi. Oui, quand tu décides que c'est une bonne chose pour toi, et je pense que déjà, pour regarder un petit peu par rapport aux Knicks, ce qui est intéressant, par exemple, les Knicks, ils sont 24e en termes de pace ils sont 24e en pace après rebond défensif. Ils sont 27e en pace après un tir marqué. Ils sont 6e en pace après avoir provoqué un turnover. Donc ça pas pour te jeter des fleurs et dire que t'es un génie, mais t'es un peu un génie quand même parce que c'est exactement ce que tu viens de dire. Et, 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 et New York a aussi un côté où ils mettent beaucoup de priorité à sécuriser le rebond. Tu vois, Ouais, là où Indiana l'année dernière, bah, t'avais Siakam sous le panier, quoi, alors que le tir était à peine pris, enfin de l'autre ouais, côté. ouais, ouais. Mais tu vois, New York va souvent aller même à 4 ou 5 au box-out, quoi. Donc, Mais c'est intéressant de dire, ouais, en fait, il y a aussi des équipes à deux vitesses exactement, ouais. selon le temps. Et pour le coup, New York est vraiment une des équipes les moins rapides de la ligue, alors qu'ils ont une des meilleures attaques. Et comme là, on l'a dit dans les stats, genre, par contre, si c'est après une interception, on se projette le plus rapidement vers l'avant pour générer un tir. Donc c'est intéressant de voir aussi ces deux vitesses, voir aussi qu'est-ce qui correspond le plus à ton profil. Mais moi, il y a une autre équipe qui m'a fait penser à quelque chose, c'est les Celtics. Et ça m'a ramené un petit Hmm. peu au podcast que Guillaume avait fait dans le Basket Lab sur faut-il encore un bon protecteur de cercle ou un bon pivot pour avoir une défense d'élite. Ouais. Et Parce donc, que, euh, vas-y, spoiler vas-y. pour ceux qui n'ont pas suivi Boston, mais il n'y a plus de protecteur de cercle d'élite à Boston. Non, 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 même de pas élite. Il y a juste plus de protect. Si, en vrai, Keta, bon, voilà, il fait ce qu'il peut et il est meilleur qu'avant. Mais bon, l'année dernière, Boston était, entre guillemets, genre top 5 défense, top 3 défense, mais avec, genre, les premiers à faire diminuer l'efficacité au tir, première équipe à faire diminuer le nombre de lancers francs, bonne équipe au rebond défensif. Par contre, vraiment bon dernier ou dans les derniers à provoquer des pertes de balles. Et du coup, les Celtics c'était aussi bon dernier à la provocation de pertes de balles, un petit peu le sujet de tout ce qu'on est en train de parler, mais donc ils avaient ces protecteurs de cercle là. Et durant l'été, les protecteurs de cercle sont partis, et Boston a réussi à garder une bonne défense, une top 10, top 11, allez, défense de la ligue,
parce qu'ils sont passés finalement de bon dernier à cinquième à la provocation de perte de balles dans les mêmes eaux que Portland, Toronto et Atlanta par exemple, qui sont des équipes vraiment connues pour ça. Et l'autre lien en fait que je voulais faire aussi avec les pivots protecteurs de cercle, c'était par rapport à Détroit. Détroit qu'on avait longtemps vu comme une équipe qui était un petit peu potentiellement qui avait des limites en défense parce que leur pivot Jalen Duren n'était pas un bon protecteur de cercle. Et ben ils ont construit une défense finalement élite pour l'instant sur le début de saison parce qu'ils ont le deuxième meilleur defensive rating et ils sont surtout deuxième à la provocation de perte de balles. Donc ils ont construit une autre approche défensive parce qu'ils n'avaient pas ce pivot là protecteur de cercle parfait. Donc ils ont fait autre chose finalement pour réussir à tirer cette équipe vers le haut défensivement. Et je trouve que c'est intéressant et ça rejoint ce que disait un petit peu Guillaume finalement, que le seul protecteur de cercle n'est pas la seule manière finalement d'approcher la défense en NBA dans l'ère moderne, quoi. Et Détroit, je pense que c'est un exemple intéressant, mais qui sort un peu du thème du jour, mais parce qu'il y a vraiment ce côté où ils sont aussi élites. Je crois que c'est la première équipe depuis longtemps en fréquence au panier autorisé. Et ça, c'est par des schémas ultra collectifs. C'est la première équipe depuis longtemps à ne pas être Golden State à faire cette perf. Et du coup, il y a vraiment ce côté création de paire de balles et ça qui vient un peu gommer les lacunes potentiellement de ton pivot qui a longtemps été le poste préférentiel défensivement. Enfin, pas préférentiel, mais omnipotent, j'ai envie de dire, défensivement, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais c'est quand même intéressant de dire, entre guillemets, voilà, il y a différents moyens de gagner un petit peu en vitesse, parce que finalement, je pense que ça leur permet aussi de combler potentiellement parfois un manque d'efficacité sur demi-terrain. Et c'est là où on revient encore une fois sur l'attaque, la défense, le lien entre les deux. Et du coup, un petit peu les deux modèles du coup, dont on parle dans l'article, de le modèle d'Indiana et le modèle d'OKC, de jouer vite et de quelle manière et de comment aussi il y a différentes influences qui sont venues un petit peu se mélanger dans l'équipe par exemple la plus rapide de la ligue qui est Miami avec l'influence de Noah Laroche donc, qui était à Memphis l'année dernière, mais quelque chose qui est quand même qui vaut peut-être la question, entre guillemets la question vaut le coup d'être posée, est-ce que Baptiste jouer plus rapidement en attaque, est-ce que ça garantit ou est-ce qu'en tout cas ça fait de toi une meilleure attaque? Hmm. Il y a une bonne réponse à ça? Ou c'est mon avis? C'est ton avis. Franchement, moi je préfère ton avis que la bonne réponse. J'avoue que la bonne Ok, réponse n'a que faire. mon avis c'est non. En fait, pour une raison simple, c'est que si tout le monde le fait, t'as plus aucun avantage à le faire. Tu Ouais. vois? Donc déjà, je pense que ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense que ça reste aussi... En fait, comment dire? C'est-à-dire que tu vois, tu vas pouvoir être une très bonne attaque comme Miami, ou comme Memphis l'an dernier, ou comme Chicago qui est plutôt une bonne attaque. Tu restes une équipe qui a une attaque, je pense, plutôt limitée et qui a des vraies limites, tu vois. Et justement, c'était un truc que je m'étais noté et on en avait discuté un peu en off il y a quelques temps. Mais tu vois, sur l'attaque du Heat, je sais pas combien ils sont au rating actuellement, mais c'est une très bonne attaque et c'est l'équipe qui joue le plus vite. Donc on serait tenté de se dire, bon jouer vite, ça te fait de toi une bonne attaque, donc vaut mieux jouer à fond les ballons. Mais en réalité, Miami, Hmm. est-ce qu'il n'y a pas des limites tu gardes les limites de création et du départ de Butler et quand on te met une zone comme les Lakers, ça marche un peu moins bien, quoi. Ah là là, la circle offense, c'est la défense de zone. Grande question. Mais oui, en réalité, quand tu regardes un petit peu les équipes qui jouent le plus vite, c'est rarement les meilleures attaques en réalité. Oui, T'as ouais. parfois un petit peu le sentiment que finalement la vitesse c'est un petit peu un palliatif pour le manque de création sur demi-terrain. Meilleures attaques cette saison, ça va être des équipes comme Denver, des équipes comme New York, des équipes comme Houston, des équipes qui sont quand même plutôt lentes, qui ont un jeu qui se développe finalement assez longtemps sur le demi-terrain. Là où Miami, Portland, Cleveland, Toronto, bon, c'est des attaques assez moyennes finalement,
mais du coup qui comble un petit peu par la vitesse. Mais c'est quand même notable de voir il y a une certaine recherche finalement, finalement une certaine recherche un petit peu Hmm. d'exploiter cette vitesse-là, alors que j'avais un peu la sensation que avant, les attaques parfois moyennes ou sans création, elles s'enterraient plutôt dans un jeu un peu statique de pick and roll, d'isolation, alors que là, t'as un peu le truc de bon, on n'a pas grand-chose à proposer, mais du coup, on va essayer de le proposer contre une défense qui n'est pas encore totalement remise en place pour pouvoir attaquer plus rapidement et se donner une meilleure chance finalement de scorer, quoi. Et aussi, je rajouterais que il y a aussi un avantage qui est presque du coup déjà mort, mais qui a Mhm. duré genre l'année dernière où OKC, finalement, avec peut-être les Pacers, mais c'était peut-être les deux seules équipes, mais les Pacers, bon, c'est je pense une équipe un peu différente, mais OKC, c'était peut-être la seule équipe d'élite avec des joueurs d'élite en création offensive comme chez Alexander, mais qui cherchait avant tout à accélérer le jeu. Et vu que tout le monde ne le faisait pas, t'avais cet avantage et t'avais cette double casquette dont on a parlé un petit peu avant, que les autres équipes n'avaient pas. Et t'avais une recherche de rentabilité qui était énorme, en plus de ce côté création offensive qui était un peu implacable, même face à des bonnes défenses, contre, tu vois, même les matchs de régulière contre Boston. Ok, ici, ils en ont gagné pas mal aussi. Euh, Enfin, ils en ont gagné pas mal parce qu'ils ont gagné pas mal de matchs la saison dernière tout court, quoi. Donc, donc, tu vois, je pense que limite, il y a ce côté où une partie de moi, je me demande si, est-ce que finalement, en fait, tout le monde l'a déjà fait. Tout le monde s'en est tellement mordu les doigts, je pense, de ne pas être Houston de la révolution à 3 points, Ouais. qui a, pendant quand même, tu vois, 3 4 5 ans, été au-dessus de tout le monde que par ça, sans avoir des effectifs géniaux, que tout le monde est à l'affût et que désormais, bah, tu vois, comme tu l'as dit, bah, tout le monde le fait déjà maintenant, quoi. Et limite, les seules équipes qui ne le font pas, qui jouent pas ultra rapidement, c'est genre Denver parce que t'as Jokic et New York parce que t'as le système Mike Brown, quoi. Et Houston, parce que tu peux aller casser des gueules. Et Houston parce que tu peux aller casser des gueules. Exactement. Mais. Oui, non, Et, mais c'est sûr. C'est sûr que je pense que les gens mettront peut-être un peu moins de temps qu'avant à comprendre que 1 plus 1 ça fait 2. Mais, entre guillemets, t'as quand même une certaine influence. Et puis, va falloir aussi regarder comment ça va s'inverser. Et je pense que c'est trop cool de regarder justement des matchs. Tu vois, un Denver contre un Denver-Miami. Bon, faudrait que tout le monde soit en forme. En fait, après, t'as aussi le problème des blessures il y sur en a ces. déjà eu un, hein, je crois, hein. Mais il y avait Mais il y des avait blessés, pas. non? Ah, il y a Bam qui est sorti au bout de 5 6 minutes, un truc comme ça. Voilà. Mais entre guillemets, de regarder un petit peu comment ces équipes qui jouent lentement arrivent peut-être à pousser à jouer plus rapidement. Ce qui est dommage, c'est que pour l'instant, on n'a pas d'équipe d'élite qui joue vite, tu vois. Tu dis, bon, Portland, Qui en joue ultra. En réalité, vrai, ça aurait dû être Memphis l'an dernier. ça aurait dû être Memphis l'an dernier. Ça pourrait être Atlanta si ça devient une équipe d'élite. J'y crois pas trop. Ou Mais ouais, Orlando. ou Après Orlando. Orlando, ouais, je sais pas. Est-ce qu'il joue vraiment si vite que ça Orlando du coup? Oui, Ils sont quand dans la même. moyenne, mais ils sont en augmentation et ils sont à un trade de Banquero de jouer très vite. Hein. La nuit dernière, là, contre Golden State, quand c'est Anthony Bah, ça Black, cavale, hein. Jalen Suggs, Desmond Bain, Tristan da Silva, Franz Wagner, Wendell Carter Jr., ça, ouais, hein, ça tire sur le pot, quoi. Ça, ça tire sur le pot. Mais tu vois, tu parlais d'inverser le truc. Et bah, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même un truc qui est intéressant du coup aussi. Et les deux finalistes étaient finalistes aussi pour ça peut-être. Mais du coup, est-ce que t'as pas. C'est une stat, tu vois, à laquelle on fait souvent pas trop attention pour les joueurs. Mais finalement, est-ce que t'as pas une revalorisation des joueurs qui perdent peu de balles? Tu vois? Ouais, Genre, ouais, Jalen ouais. Brunson, Shai Alexander, Tyrese Haliburton, etc., etc. Est-ce que finalement, enfin, je sais pas, je me demande comment ça peut s'inverser. Est-ce que t'as pas une revalorisation de ça? Est-ce que t'as pas du coup de nouveau un jeu plus statique pour perdre moins de ballons, mais mieux amené que précédemment, que dans les 2000, quoi? Tu vois, c'est Ouais. intéressant en vrai. Après, les équipes qui jouent vite ne perdent pas forcément beaucoup de ballons pour le coup. Oui. Elles provoquent beaucoup de pertes de balles, mais c'est souvent des équipes qui gagnent un peu la turnover économie, dans le sens où elles arrivent à provoquer plus de pertes de balles qu'elles en font.
Et un truc qui peut être aussi intéressant dans l'impact que ça peut avoir, potentiellement un jeu qui va plus vite et qui est encore plus sur tout terrain, c'est la profondeur de ton effectif. Hmm. Oui, Et les c'est vrai. minutes que tu donnes à tes stars. Pour le coup, tu vois, c'est intéressant. Je trouve que dans l'idée, ce que Lissalo veut faire à Memphis, c'est pas bête, quoi. Et Memphis, l'année dernière, du coup, c'était la première pace aussi parce qu'ils avaient tout le temps, tout le temps, tout le temps des joueurs qui pouvaient cavaler, quoi. Tu vois? Et oui, oui, clairement. Et je pense que c'est des... Tu vois, je pense que si ça prend pas à Memphis, là, il y a tous les mecs, tous les coachs NBA qui ont dû se dire, ah ouais, lui, c'est quand même intéressant qu'il ait ces idées-là, parce que tu vois, t'as Joe Mazzulla qui a dit dans une conférence de presse, genre, bah là, pendant le podcast qui est sorti sur le Celtics blog ou quoi, il dit, la ligue joue beaucoup plus vite qu'avant. Pourquoi je me ferais chier entre guillemets à avoir des rotations alors que en fait je vais jouer peut-être 11 peut-être 12 mecs parce qu'en vrai il faut garder les mecs le plus frais possible parce qu'on joue quasiment sur tout le terrain quoi. Donc entre guillemets le truc d'Isalo, même si ça prend pas à Memphis, je pense que ça a dû, entre guillemets, faire résonner quelque chose un peu partout. Et Hmm. comme il voit que tout le monde joue plus rapidement et que le terrain est de plus en plus, entre guillemets, enfin que le football est de plus en plus tout... Le football, Le putain. football. Que Le le basket est football. de plus en plus tout terrain, bah potentiellement ça peut avoir une influence sur les rotations aussi, je pense. Hein. Bah oui. En fait, je pense que même en soi, t'as aussi des effectifs qui sont de plus en plus profonds et de plus en plus talentueux, je trouve. Mm. Et, et en soi, je pense que c'est la suite logique et que beaucoup de coachs vont le tester jusqu'à qu'il y en a un qui gagne avec, en fait, tu vois. Et là, tout le monde va se dire, oh, mais faut qu'on fasse ça, etc., etc., etc. Et je pense que c'est forcément amené à arriver, quoi. C'est forcément amené à arriver à un moment ou à un autre. Ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, au moins, si un jour ça arrive, on pourra dire qu'on en a parlé au moins une fois tous les deux avant que ça explose, même si ça a déjà pris une belle tournure. Ouais, ouais. Mais tu vois, en vrai, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment fascinant. Enfin, la NBA, je trouve, depuis 2 3 ans, a vraiment ce côté où tu sais pas dans quelle direction tu peux aller, mais tu peux gagner en allant dans plein de directions différentes. Et tu vois, c'est pour ça que je trouve que Houston, c'est une équipe, mais génialissime. Genre, Mais... est-ce que si ça se trouve, à l'heure où tout le monde essaye de jouer le plus vite, c'est juste l'équipe qui te casse ta transition avec son rebond offensif et son tag up, et qui est juste tellement grand et ralentit tout le jeu, tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui te tue, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Puis Je... avec le rebond offensif, la bataille des possessions d'une autre manière, finalement, et le jeu d'isolation pour aller un peu à l'encontre de genre du collectif et du truc du ballon qui se déplace vite et tout. Donc, en vrai, tu peux aller en opposition. Ouais. Et je trouve que même la prochaine équipe dont on va parler en podcast, wink wink, on fait un peu de teasing. Je pense que la Mais prochaine équipe dont on va parler en podcast, peut-être même ce sera un podcast vidéo avec des images de match. Wink wink. Oh, ce serait top, ça. Ce serait top. Ça, ce Mais serait même top. Franchement, elle, j'aimerais elle est un bien. peu, elle est un peu pas très orthodoxe dans le sens où quand on a vu le roster cet été, on était là genre oh les salopards, moi jamais je regarde ça, tu vois. Ouais. Et Et finalement, finalement, c'est correct. c'est Finalement, c'est correct. correct. C'est correct. Wink, wink. Wink wink. Voilà voilà. Moi je pense Et qu'on a fait un bon petit tour de. Dans notre cas, on a fait un bon petit tour de ce ouais. que je voulais dire. Peut-être un dernier mot sur ce qui est intéressant sur cette saison, c'est le nombre de lancers francs relatif au nombre de tirs qui a pas mal augmenté. Ah oui, 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 tu Et voulais en est-ce parler. que c'est lié au fait que les mecs courent plus et que du coup les défenses soient moins repositionnées? Est-ce que ça peut jouer? Je ne sais pas. Franchement, c'est une très bonne question et c'est une question pour les auditeurs à laquelle je n'ai pas la réponse. Mais parce qu'en fait, tu vois, tout ce qui touche au lancer franc, Hmm. c'est quelque chose sur lequel je suis capable d'observer que ça monte, ça baisse, Ouais. mais je suis plutôt incapable d'en trouver des causes. Tu vois, à Ouais, on part si aurait tu dû me dis, inviter FD en fait. voilà. Ah On ouais, mais aurait bon, dû- pas sûr qu'il Bah, soit FD, dispo à si cette tu nous heure-ci, hein. écoutes, Ouais. FD, si tu nous écoutes, déjà merci d'être notre ami. Encore là, Déjà, premièrement, c'est merci vrai. d'être toujours là.
Et on veut bien ton avis sur pourquoi il y a plus de lancers francs qu'avant. Et est-ce que c'est parce que les gens courent plus et du coup les défenses sont moins mises en place, ou alors est-ce qu'il y a une autre cause à ça? Donc voilà. FD, si tu nous écoutes, on attend ton appel. Exactement. Ou alors est-ce qu'il y a des consignes de plus haut de Adam Silver? Ouais, et sinon, moi je voulais dire que tu sais ce qui serait top en plus d'un podcast sur une équipe un peu non orthodoxe, ce serait carrément une vidéo sur genre une équipe qui a genre une grosse influence sur ça, tu vois, une équipe mais genre qui date d'il y a 10 ou 15 ans quoi. Ça ce serait top. Ça ce serait top. Mais bon, Sur la pas paire sûr de que balles, ça arrive. attends, il y a 10-15 ans, je me demande qui c'est qui a bien pu. Mais du coup, ce serait comme une équipe qui aurait eu des problèmes un peu offensifs et qui aurait changé leur approche défensive pour justement avoir plus de transition, quoi. Ouais, mais je suis pas sûr que ça existe vraiment. Bon, ce serait cool Ouais. que ça sorte, tu vois, genre un long format et tout pour Mais bien du coup, ça veut m'expliquer dire tout qu'il y ça. Mais... aurait, par exemple, les champions de l'année dernière, ce serait quoi? Ils se seraient inspirés de ça? Non. Et ce serait genre un peu une réplique de ça, genre un Big Three, un truc comme ça. Bon, je sais pas. Je sais pas, à Bon, creuser, à à creuser, à creuser. creuser. Mais on verra. En tout cas, on s'en reparle. On se parle de nos amis Karak la semaine prochaine. Exactement, donc on peut l'annoncer pour ceux qui n'ont pas compris, nous allons sortir un podcast sur les Toronto Raptors. Et ce sera le prochain épisode qui sortira, je l'espère, dans pas si longtemps. Moins Bah longtemps non, je qu'entre pense cet que épisode et le précédent. voilà. Euh, Il y aura et puis peut-être une voilà, et puis petite sinon... vidéo entre les deux podcasts même. Ah ouais? Pas Sur sûr, pas quoi? sûr. On verra. C'est une vidéo volante. Elle peut être là, elle peut ne pas être là. On sait pas trop encore. Exactement. Mais en tout cas, les vidéos qu'on fait cette année marchent très très bien et on a Ah de oui, c'est super vrai. retours. Mais vraiment C'est des vrai. super retours. Ça fait juste trop kiffer. Oui. Beaucoup de Donc voilà, chance. on espère continuer comme ça. Et puis nous, on vous dit de prendre soin de vous et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine au Canada. Oh, C'est Canada. exact? C'est exact. C'est correct. C'est correct. Bon, et bah à bientôt. Bisous. Pourquoi bisous? Ciao ciao.